Bonjour à toutes et à tous. Donc, nouvelle conférence de la chaire Yves Ultramar. Nous reprenons nos bonnes habitudes, y compris celle de se faire la bise, ce qui est bien agréable. Et c'est évidemment un très grand plaisir d'accueillir Fabienne Sanson, qui est presque une habituée maintenant de l'IHEID, et en tout cas de l'UNIGE. Fabienne est anthropologue donc à Paris, enfin l'IMAF, Institut des mondes africains. Voilà, Institut du monde africain. C'était bon changer de sigle. Et dans cette espèce de grande ingénierie, cette grande usine à l'interface de l'école des hautes études en sciences sociales, de l'IRD, du SNRS, qui est un des pôles majeurs de la recherche en sciences sociales en France. Et Fabienne a beaucoup travaillé sur le fait religieux, a beaucoup travaillé sur l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique de l'Ouest, et plus récemment a investi le terrain algérien, qui est un terrain évidemment fondamental du point de vue des préoccupations de la chaire, et particulièrement du cours religion et politique en Afrique, que vous êtes un certain nombre dans cette salle à suivre. Et bien entendu, c'est un sujet qui est particulièrement explosif en France, parce que vous connaissez le caractère passionnel des relations entre la France et l'Algérie. Éventuellement, dans la discussion, d'ailleurs, on pourra revenir sur cet aspect des choses. Qu'est-ce que c'est que faire de la recherche de terrain quand on est citoyenne française ? Mais ce n'est bien sûr pas la raison pour laquelle nous t'avons invité, c'est essentiellement pour que tu nous parles de l'islam, mais de l'islam du point de vue, alors je ne sais pas si tu te positionnes véritablement dans cette lignée, mais on pourrait dire du point de vue du genre, du point de vue enfin, le prisme des femmes dans l'islam. Et ton propos est particulièrement important parce que tu abordes la manière au fond dont les femmes s'approprient, se reconnaissent, rusent, jouent, négocient avec le conservatisme, mais ce qu'il s'agit d'un conservatisme religieux ou d'un conservatisme social. Vous voyez que dans ce débat, tous les termes sont un petit peu piégés. Et je me permettrai, avant de passer la parole à Fabienne, de vous rappeler cet article de Paul Venn dont je vous ai recommandé la lecture sur la surinterprétation, enfin les risques de la surinterprétation religieuse. Je pense que le sujet dont tu vas nous entretenir ce soir illustre bien les précautions méthodologiques que l'on doit suivre en la matière. Fabienne, merci d'être là. Tu as une quarantaine de minutes et puis ensuite, ça nous laissera le temps de discuter. Aussi bien d'ailleurs du thème de la conférence qu'éventuellement de recherches antérieures que tu aurais menées, en particulier au sud du Sahara, puisqu'encore une fois, le spectre, enfin non seulement le spectre de la chair est universel par définition, mais le cours que suivent la plupart de nos auditeurs ce soir est centré ce semestre sur l'Afrique, mais l'Afrique dans son intégralité, et dans son indétermination, puisque l'une des premières choses que l'on a dites, c'est que c'était impossible de définir l'Afrique. Voilà. Donc bonne chance. Merci beaucoup Jean-François pour l'invitation, et merci à tous d'être là pour m'écouter. Je vais essayer de tenir mon temps, donc je mets le chronomètre. Voilà, donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de l'Algérie, des questions de genre et des questions de conservatisme. Alors, je vais peut-être mettre du coup le titre. Et c'est maintenant que ça marche plus ici. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui repose sur plusieurs mois d'enquête ethnographique que j'ai menée de 2016 à 2018 dans une région conservatrice d'Algérie, la wilaya de Blida, qui est à l'intérieur des terres, à une 50aine de kilomètres d'Alger, vers la montagne. Donc j'y suis partie pour mener un travail sur les religiosités quotidiennes des femmes, pour comprendre ce que cela signifie d'être aujourd'hui musulmane dans cette société, justement, que je qualifie de socialement et religieusement conservatrice. J'ai travaillé notamment dans les milieux salafistes, mais pas que, d'autant que nous allons le voir, la frontière entre les salafistes et les non-salafistes dans cette contrée sont assez floues. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter plusieurs portraits de femmes
autour de deux figures centrales, l'une qui appartient à la grande bourgeoisie commerçante locale et l'autre qui est issue plutôt de la classe moyenne. Et l'objectif que je vais essayer de tenir, ça va être de montrer comment ces femmes vivent donc dans ce contexte conservateur et comment la religion devient pour elles un moyen, un outil pour reproduire leurs conditions de classe sociale, pour se distinguer socialement, ou au contraire pour gagner en liberté au sein de ce contrôle social très fort. Évidemment, en conclusion, je viendrai sur l'intérêt que mes ethnographies ont sur, en tout cas disent plus généralement de la société algérienne contemporaine. Alors avant d'en venir à ces portraits, je vais venir sur des petits fondamentaux plus théoriques, même si j'imagine que vous en avez déjà beaucoup parlé. Je qualifie cette région de socialement, religieusement conservatrice, donc juste, enfin, je colle vraiment les deux notions, on pourra en discuter après. Alors le conservatisme, hein, vous le savez, c'est un concept politique assez flou, en tout cas qui fluctue en fonction des époques et des lieux où on l'utilise. Il est né en Occident après les révolutions anglaises, américaines et françaises, et il a regroupé en premier lieu en France les opposants aux idées des Lumières, et aux États-Unis, il s'est caractérisé par les défenseurs d'un ordre moral dont le socle religieux était fondamentaliste. Donc cette région de la wilaya de Blida, là, que vous voyez, que j'ai entourée, au moment des années 90, vous savez que dans les années 90-2000, en Algérie, il y a eu une terrible guerre entre des partis islamistes, des groupes islamistes et l'armée. Et cette région était vraiment un fief des islamistes, tout en étant, ce qui est toujours le cas, une base très importante de l'armée algérienne. Donc cette région correspond complètement en tout point à la vague de réislamisation qu'a connue l'Algérie depuis les années 80. Alors qu'est-ce que c'est que la réislamisation ? C'est la réaffirmation de la foi des croyants et la normalisation des conduites sociales en fonction de la religion. Donc la réislamisation, c'est bien un projet politique par le religieux. Alors si on déplace le concept de conservatisme à l'intérieur du champ de l'islam politique, on en vient au fondamentalisme, que l'on peut définir comme une volonté de retour, avec des guillemets, à un État islamique. Donc il s'agit d'une réislamisation par le haut, par l'État. Et ce concept, dans la littérature, a été prolongé par le néo-fondamentalisme, ou le post-islamisme, comme a pu le qualifier Olivier Roy, qui explique que le travail de réislamisation par le bas des sociétés, la banalisation des partis islamiques ces dernières décennies, ont finalement rendu caduque l'idée d'une réislamisation par l'État. Donc il y a une distanciation avec le passage aux politiques par l'État, avec une réislamisation diffuse des sociétés. Donc, dans le cas de la wilaya de Blida, sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles j'ai travaillé, la notion de conservatisme, à mon avis, leur correspond parfaitement, parce qu'elles étaient dans une attitude de défiance, en tout cas une très grande partie de la population, vis-à-vis de la modernité au sens occidental du terme, c'est-à-dire l'avènement d'un individu constitué en sujet, acteur de sa vie, au sein d'une société qui serait désenchantée ou sécularisée. Donc les gens de mon étude, comme on va le voir, qui sont de classes sociales distinctes, semblaient pour moi parfaitement convenir à cette catégorie de conservateurs. Évidemment, eux-mêmes, ils ne se disaient pas conservateurs. Certains les qualifiaient en Algérie de conservateurs. Moi, c'est un terme sociologique que je pose sur eux dans mon analyse. Mais leurs comportements sociaux étaient vraiment dictés par une lecture stricte des enseignements coraniques. Alors, autre petite précision sur ce contexte, avant d'en arriver à mes portraits. Dans cette wilaya de Blida, une wilaya c'est une préfecture en Algérie, islam et patriarcat allaient de pair dans tous les discours des hommes et des femmes. L'environnement social était vraiment normalisé par des codes religieux qui étaient stricts, rigoristes. Je vous renvoie à l'idée de rigidité morale de Kant. Et ces codes religieux venaient vraiment légitimer un fonctionnement qui était patriarcal dans le quotidien des gens. Alors le patriarcat, il est évidemment ancré depuis très 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 longtemps dans tout le bassin méditerranéen, donc il est bien antérieur à l'islam,
et l'islam, comme le christianisme d'ailleurs, ont sacralisé le rapport de domination des hommes sur les femmes dans tout ce bassin méditerranéen. Donc en Algérie, le patriarcat, évidemment comme ailleurs, a énormément évolué ces derniers siècles et notamment ces dernières décennies, avec l'urbanisation, la scolarisation massive des filles, l'entrée des femmes sur le marché du travail, etc. Néanmoins, malgré tous ces changements liés au patriarcat, une autrice comme Samia Kishan définit la société algérienne contemporaine comme étant à ségrégation sexuelle, montrant donc qu'il y a toujours une très très forte domination des hommes sur les femmes dans les espaces privés, mais également dans les espaces publics, et je vais y revenir. Voilà, dernière petite précision qui est très importante, ma méthodologie. D'un point de vue méthodologique, quand on travaille sur le religieux, enfin en tout cas moi c'est mon approche depuis pas mal de temps maintenant, je trouve qu'il est intéressant d'analyser les religiosités par le biais des matérialités. Parce que les matérialités rendent compte vraiment des pratiques des gens. Alors là, en l'occurrence, pour ce travail, parce que c'est un sujet qui s'est vraiment imposé à moi sur le terrain, j'ai travaillé sur la question du voile islamique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une entrée, un objet très intéressant pour comprendre les pratiques islamiques des femmes, en l'occurrence, dans cette contrée. Alors, c'est un sujet intéressant, non pas parce qu'il fait polémique dans nos sociétés occidentales, mais parce qu'il est un sujet politique en Algérie aujourd'hui et qu'il est surtout révélateur des différentes manières d'appréhender les pratiques religieuses, le patriarcat, les rapports de domination, etc. Donc, il a été pour moi très très pratique dans mon analyse ethnographique. Nassima Driss, dans les années 2000, utilisait déjà le vêtement en Algérie comme instrument de mesure de la tolérance sociale vis-à-vis des femmes. Elle montrait que le contrôle social, familial, patriarcal était accru là où le nombre de voiles strictes, c'est-à-dire un voile intégral, un djilbab, un hijab monochrome, prévalait. En échange, elle a aussi montré que la visibilité des femmes non voilées ou en hijab coloré révélait un contrôle amoindri. Donc, dans ce contexte conservateur de la wilaya de Blida dans lequel j'ai travaillé, mais dont je vous parle aujourd'hui, il faut savoir que le voile islamique est vraiment la norme. Les femmes ne sortent pas dévoilées, elles portent quasiment toutes le voile. Mais cet excisme corporel, c'est-à-dire selon Bourdieu, la manière de se tenir, de parler, de marcher, donc par-delà la manière de sentir et de penser, donc cet excisme corporel varie selon le degré d'appréhension que l'on a à ce système conservateur. Concrètement, cela veut dire que toutes les femmes ne portent pas le voile de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Et c'est là mon objectif aujourd'hui, d'interroger cette matérialité religieuse au sein de ce milieu conservateur qui est hétérogène, on va le voir, et de comprendre quel sens prend ce voile selon les groupes sociaux d'appartenance. Alors, comme je l'ai dit, je vais présenter plusieurs portraits de femmes de classes sociales différentes, et mon intérêt va être de montrer ce que ce voile peut devenir chez certaines un signe de distinction sociale, qui va légitimer un mode de vie féminin, bourgeois et cloîtré, tandis qu'il va représenter chez d'autres un moyen d'adaptation à cet environnement conservateur afin, au contraire, de gagner une certaine liberté. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de faire passer les... Alors, on en arrive dans ma première famille, donc dans la wilaya de Blida, une petite ville près de la ville de Blida, où j'ai passé 2 mois en 2016. Donc, c'était dans une famille très riche de la bourgeoisie marchande. C'était une famille qui s'était enrichie à partir des années 70-80. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, au moment de l'indépendance en 1962, Ben Bella, qui est arrivé au pouvoir, a proclamé la République socialiste, qui fut prolongée sous Boumedienne, qui était resté au pouvoir jusqu'en 1978, par une industrialisation forcée et une révolution agraire. Cependant, la refonte du droit foncier n'a jamais limité en fait, la spéculation foncière au profit de relations clientélistes, qui a donc permis à des familles d'acquérir des terres et de s'enrichir.
Et là, c'était vraiment le cas de cette famille. Le grand-père de l'homme qui m'accueillait, donc son père, était très proche du Front de Libération Nationale, le FLN, le parti au pouvoir. Il était très proche de l'armée. Et dans ces années-là, il avait réussi à acquérir des terres et à les revendre en parcelles. Et donc, il avait fait une énorme fortune là-dessus. Et son fils, qui m'hébergeait, avait mis évidemment à profit cette fortune-là. Et lui-même, il était devenu un grand commerçant. Donc, la famille vivait vraiment selon les critères locaux de la bourgeoisie conservatrice. Comme on peut le voir, ils avaient une très belle et grande maison qui était cachée de la rue par de hauts murs sécurisés. Il avait plusieurs grosses voitures. Il avait une très belle maison secondaire dans une ville du bord de mer où la famille allait passer l'été. Avec son fils aîné, parfois son père, qui est vieux mais qui est toujours en vie, il partait régulièrement en France et en Espagne pour aller voir de la famille ou pour aller rendre visite à des amis. Bref, il y ait une aisance ostentatoire à une application stricte d'un comportement patriarcal qui était légitimé, nous allons le voir, par un discours religieux rigoriste. La mère de famille, quant à elle, elle avait 46 ans à l'époque, donc en 2016, mère au foyer. Le couple avait 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Alors, dès mon arrivée dans cette maison, j'ai tout de suite été incorporée à l'univers féminin, enfermée littéralement dans la maison avec les femmes, où j'ai passé donc quasiment les 2 mois. Cette famille répondait, je l'ai dit, à l'idéal bourgeois local qui exigeait des hommes d'être dehors, de travailler, de subvenir aux besoins élémentaires de la famille, c'est eux qui faisaient les courses, qui ramenaient l'argent, etc. Ils développaient une vie sociale au café, à la mosquée, dans les affaires commerciales. Et de leur côté, les femmes, elles, restaient recluses. Elles entretenaient la maison, elles s'occupaient des enfants, elles s'occupaient des repas, etc. Et cette claustration féminine signifiait concrètement, dans le cas de cette famille, que les femmes vraiment ne pouvaient jamais sortir seules, même sur le pas de leur porte, sans une tutelle masculine qui était garante de leur bonne moralité à l'extérieur du périmètre familial. Alors, la mère, je crois que la voilà. Elle justifiait sa claustration par l'islam, puisqu'elle disait qu'être une bonne épouse signifiait pour elle être une bonne musulmane. Alors l'honorabilité familiale, sociale, passait, évidemment, on le voit par la religion, chacun devait se montrer bon pratiquant, les hommes par la fréquentation de la mosquée et les femmes justement par leur enfermement. Cette division spatiale des corps genrés était légitimée, donc on l'a dit, par un discours religieux rigoriste, mais il faut savoir que l'islam dont on m'a parlé pendant tous ces mois d'enquête n'avait absolument rien ni de spirituel ni de mystique, c'était uniquement affaire de comportement, en l'occurrence les comportements féminins. Parler d'islam, c'était parler du comportement de la femme, puisque la femme est garante de la bonne moralité familiale. Et donc les discours étaient entièrement focalisés sur le contrôle féminin. Et d'ailleurs, toute une partie de la famille, donc toute la belle famille de la femme, de cette femme, donc la famille du mari, était clairement affirmée salafiste, on portait les signes distinctifs, les hommes portaient le qamis, la barbe, et les femmes portaient un voile intégral. Alors la mère de famille, elle ne se disait pas du tout salafiste, d'ailleurs elle n'en a pas les codes vestimentaires. Elle faisait simplement ses 5 prières par jour et les très rares fois où elle sortait, évidemment accompagnée, elle portait, on le voit, un hijab coloré et elle enfilait par-dessus une abaya noire, c'est-à-dire cette longue robe qui cache l'entièreté de ses habits. Mais même si elle ne se disait pas salafiste, elle n'en était pas moins extrêmement rigoriste dans son appréhension de la religion. Sa reclusion, comme son voile, était vraiment volontaire. D'après ce qu'elle disait en tout cas, c'était un signe de piété. Et quotidiennement, elle me parlait sans cesse de religion, d'islam, c'était vraiment dans la vie quotidienne. Et elle m'expliquait combien elle accordait, selon elle, sa vie aux préceptes du Coran. Donc la religion était l'explication qui légitimait sa vie particulièrement rude et solitaire. Elle lui permettait de se penser, mais aussi de se montrer bonne épouse,
donc dans ce milieu bourgeois, et bonne musulmane dans ce milieu conservateur. Alors qu'est-ce qu'elle faisait de ses journées? Elle s'occupait à faire le ménage, à faire la cuisine, elle écoutait la radio, elle regardait pas mal la télévision, des feuilletons arabes, et puis elle surfait sur Internet. Alors elle me disait qu'elle regardait des recettes de cuisine, et puis aussi qu'elle allait suivre les prêches de prédicateurs originaires principalement d'Arabie Saoudite, qui la réconfortaient dans sa manière de vivre. Parce qu'en fait, ce qu'elle cherchait auprès d'eux, ce n'était pas du tout une connaissance spirituelle. D'ailleurs, c'était une maison où il n'y avait aucun livre, il n'y avait pas du tout... Le savoir, en fait, n'était pas du tout valorisé. C'était vraiment... On se faisait remarquer par sa richesse. Ce qu'elle cherchait auprès des prédicateurs, c'était un renforcement moral qui lui permettait d'accepter ces conditions de vie qui étaient quand même extrêmement rudes. Lorsqu'il rentrait, son fils aîné surveillait systématiquement son téléphone, puisqu'elle n'avait pas le droit d'avoir une messagerie personnelle, type WhatsApp ou Facebook, comme tout le monde a en Algérie. Les femmes, cette femme d'ailleurs ne sortait jamais dans son joli jardin fleuri qui entourait sa maison, même pas sur la porte où c'était vraiment parce qu'elle faisait du ménage et qu'elle avait besoin de sortir, mais sinon elle n'y restait pas, parce que tout simplement elle avait peur d'y croiser le jardinier qui venait y travailler et il ne fallait absolument pas qu'aucun homme la voie, surtout si elle était chez elle et qu'elle risquait d'être dévoilée. D'ailleurs, chez eux, il n'y avait absolument aucune photo parce qu'il ne fallait pas, non pas parce que l'islam interdit les représentations, mais parce qu'il ne fallait vraiment pas qu'on puisse voir des moments d'intimité si quelqu'un rentrait dans la maison. De toute manière, cette femme ne sortait jamais. Bon, elle n'allait même pas acheter le pain dans la boulangerie d'à côté. Elle ne sortait vraiment pas de chez elle et le monde extérieur était pour elle source de danger. Elle me disait, moi qui me sentais très enfermée, qui avait besoin de sortir, elle me disait surtout ne sors pas, dehors c'est le monde des hommes et c'est un monde très dangereux. Donc les fois où elle avait besoin de sortir pour aller chez le médecin, ou pour aller chez le coiffeur, ou pour aller voir ses parents ou sa belle famille, elle appelait un neveu ou elle appelait son fils, très rarement son mari, qui donc se mettait à sa disposition et qui l'accompagnait, qui l'attendait et qui la ramenait à la maison. Donc si la domination masculine semble majoritairement être la norme dans de très nombreuses régions d'Algérie, cette riche famille, dans cette riche famille, la claustration était vraiment à son paroxysme. Jamais le mari ne sortait avec sa femme, ne l'amenait au restaurant, ou même pendant le ramadan, qui est une période un petit peu de couvre-feu des femmes, où les femmes qui sont très recluses sortent en famille pendant les soirées du ramadan. Là, le mari ne la sortait jamais. Et d'ailleurs, jamais personne n'entrait non plus dans la maison, sauf en cas de force majeure, si jamais il y avait besoin de faire des travaux, des choses comme ça. Et si jamais un homme, une fois c'est arrivé, un homme est rentré pour venir réparer la climatisation, toutes les femmes, il a fallu qu'on course aller se cacher pour que surtout on ne les croise pas. La mère de famille refusait elle-même de quitter l'espace de son domicile, donc au nom, je l'ai dit, de son statut social associé à une approche rigoriste de la religion. Et les relations, donc, même avec les autres femmes de son entourage, étaient quasiment nulles. Elle ne voyait jamais ses voisines, elle n'allait jamais chez elle, et elle ne recevait pas non plus ses voisines chez elle. Donc, en fait, les seules relations qu'elle avait, c'était avec sa propre famille, ses parents, et puis sa belle famille, ses beaux-parents. Et donc, elle devait se montrer, évidemment, bonne épouse vis-à-vis de sa belle-mère, digne de la richesse de son époux, et son effacement volontaire du monde était pour elle la marque, justement, de sa distinction. J'avais vraiment le sentiment à vivre à ses côtés, qu'elle faisait de sa vie un sacrifice, c'est d'ailleurs un petit peu comme ça qu'elle le formulait elle-même, afin de se faire bien voir, particulièrement de sa riche belle famille qui était très pieuse. Alors au quotidien, elle servait son mari à table, elle-même elle ne s'asseyait pas, elle lui donnait à manger, elle lui préparait les plats qu'il aimait. Lui, il arrivait, il mangeait rapidement, il était au téléphone dans les affaires, il lui adressait quasiment pas la parole. Donc voilà, donc elle était quand même très très seule, très peu de communication dans la famille. Et pour vous montrer un petit peu l'esprit sacrificiel qu'elle avait,
Lors du ramadan, il y a eu le ramadan, elle était très très fatiguée et affaiblie, et le médecin lui a conseillé d'arrêter le jeûne. Évidemment, elle a refusé, elle a continué non seulement le ramadan, mais en plus elle a prolongé de quelques jours, elle s'est rajouté des jours. Et 4 jours avant la fête de l'Aïd, elle a passé vraiment 4 nuits et 4 jours, donc 4 nuits sans dormir, à faire des gâteaux pour sa belle-mère, pour pouvoir les apporter le jour de l'Aïd, et prouver à sa belle-mère combien elle était une épouse sérieuse. Voilà, donc cette femme que je voyais, qui était manifestement déprimée et qui était également très malheureuse avec son mari parce qu'elle ne le supportait pas, il y avait des problèmes de couple, mettait toutefois un point d'honneur à s'infliger toujours plus de contraintes pour ne pas perdre ce qu'elle avait acquis par son mariage, ce statut de femme bourgeoise, mère respectable de garçons qui allaient être les héritiers. Alors, un très grand nombre de travaux sur les femmes dans les sociétés arabes contemporaines montrent que leur peu de visibilité et leur exclusion des débats démocratiques résultent aujourd'hui d'une réactivation, d'une reformulation des valeurs patriarcales liées justement à une conception rigoriste de la religion. En Algérie, l'avènement du Front islamique du salut, le FIS, dans les années 80 et surtout dans les années 90, a posé d'une nouvelle manière la question de la place et du rôle des femmes dans la société algérienne. Je vous renvoie pour cela aux ouvrages de Carlier, Lebas, etc. Il y a énormément d'ouvrages sur ces questions-là. L'une des premières mesures du FIS, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1991, enfin il n'est pas arrivé au pouvoir, mais il a gagné les élections, et suite à ça, il y a eu la fin du processus électoral, d'où a suivi la guerre avec l'armée. Donc quand le FIS est arrivé à gagner les élections d'abord locales, en 91, la première mesure qu'ils ont prise, c'était de restreindre la place de la femme dans les espaces publics et d'imposer à toutes le port du voile islamique. C'est pour ça que je disais qu'en Algérie, la question du voile est vraiment politique. La mère de famille était très critique envers la violence qu'elle avait vécue dans ces années-là, donc très critique envers ces islamistes, mais en même temps, elle était très compréhensible en expliquant que finalement, ils avaient amené à l'Algérie le vrai islam. Donc elle m'expliquait fièrement qu'elle-même, elle avait imposé à sa mère qui portait le haïk. Alors ça, c'est pas du tout sa mère, hein, mais c'est une photo que j'ai prise d'une vieille qui porte le haïk. C'est un voile traditionnel qui n'est pas du tout religieux. Elle a imposé à sa propre mère d'enlever le haïk et de mettre un hijab. Donc elle était très fière de montrer qu'elle-même, elle avait réislamisé sa propre mère. Alors, je continue. Paradoxalement, l'une de ses belles-sœurs, que l'on voit ici, clairement affirmée salafiste, avait, elle, une vie sociale beaucoup plus développée grâce justement à sa pratique religieuse et au fait qu'elle portait le voile intégral. Alors cette femme que j'ai côtoyée très régulièrement, avec laquelle j'ai d'ailleurs fait du tourisme, évidemment avec également son fils, puisqu'entre femmes on n'avait pas le droit de sortir, était une femme très chaleureuse. Quand je la voyais chez elle le foulard qui cachait son visage, elle était très très souriante, très intéressée par les autres. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle était habillée d'une longue tunique noire qui recouvrait ses habits, d'un long voile noir qui tombait par-dessus et donc d'un morceau de tissu qui cache le bas de son visage. Et à la différence de la mère de la famille, cette femme sortait tous les vendredis, tous les samedis pour aller suivre des cours du Coran à la mosquée. Elle y allait également une autre fois dans la semaine pour étudier le comportement de la bonne musulmane. Et elle avait ainsi une vie sociale, elle rencontrait des gens, elle sortait toute seule de chez elle et elle avait donc une plus grande liberté de mouvement que lui permettaient justement ses vêtements. Alors dans le contexte réislamisé depuis les années 90 de l'Algérie contemporaine, le port du voile islamique a permis à de très nombreuses femmes de sortir de chez elles, de travailler, de faire des études ou simplement d'avoir une vie sociale. Lorsque l'on se promène par exemple sur les campus universitaires, les femmes sont souvent majoritaires et les femmes voilées sont très 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 majoritaires.
Donc, on voit bien, par la multiplication des hijabs dans la rue, que là est la preuve que les femmes peuvent sortir grâce au hijab. Toutefois, dans cette contrée, dans cette wilaya de Blida et dans ses alentours, le nombre de femmes dans les rues était quasi nul, très 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 restreint. En fait, on ne voit pas de femmes. Les femmes ne sont que de passage dans la rue, elles transitent d'un lieu à l'autre, elles ne sortent que... Enfin, elles sortent pour une raison vraiment précise, elles ne sortent pas pour aller se promener. Et donc on voit que ces deux femmes de la même famille, la mère et la belle-sœur, avaient toutes deux choisi volontairement de se voiler, davantage comme un acte de piété. Mais finalement, c'était la plus voilée, la belle-sœur qui était salafiste, qui pouvait sortir grâce à son voile et qui avait donc une plus grande liberté que l'autre femme, qui, pour elle, son voile était vraiment le symbole de sa claustration. Il prolongeait à l'extérieur son enfermement. Alors, je passe à mes deuxièmes séries de portraits de femmes de classe moyenne. Toujours dans ce même contexte de la wilaya de Blida, donc dans ce contexte conservateur. Donc l'autre famille, ça résonne, je sais pas. L'autre famille que je mets en comparaison, est également une famille dans laquelle j'ai mené des enquêtes en 2016 et en 2018, et je dis qu'elle appartient à la classe moyenne. Donc cette catégorie est largement débattue dans la littérature internationale et notamment sur l'Afrique. C'est une catégorie qui reste floue, notamment en Algérie, où l'idéologie nationaliste a longtemps voulu laisser croire qu'il y avait une unité du peuple et donc il n'y avait pas de classe sociale. Ça, c'est le discours officiel de l'Algérie. Le nationalisme fait que le peuple est uni. Dans les faits, il y a eu de nombreuses études, enfin, pas de nombreuses études, il y a eu quelques études sur les classes sociales en Algérie, notamment par Bourdieu et Sayad, au moment des indépendances, qui sont très intéressantes à lire. Donc cette famille, cette seconde famille, je la qualifie de classe moyenne, puisqu'elle peut être, en fait, elle est un groupe intermédiaire entre les moins bien lotis et les plus favorisés. C'est une famille qui avait des revenus modestes et qui se distinguait dans ce contexte conservateur par une volonté d'ascension sociale grâce aux études et à l'exercice d'un métier. Et cette ascension sociale passait par les filles, puisque les filles étaient majoritaires parmi les enfants du couple. Alors l'aînée de la famille, que l'on voit sur la photo, là, à côté de moi, elle avait 36 ans en 2016, et elle est devenue ma guide. Elle m'a menée avec elle, avec ses amis, avec sa famille, chez elle. On sortait, enfin, voilà, elle m'aidait dans mes enquêtes. Et elle aspirait à un certain type de liberté sociale et individuelle. Et son ambition était justement rendue possible grâce à sa bonne religiosité au sein de ce contexte conservateur. Alors, je vous explique. Cette fille vivait chez ses parents, cette femme vivait chez ses parents parce qu'elle n'était pas mariée, ce qui déjà est une situation très rare à 36 ans dans ce contexte et aussi dans sa famille, puisque la plupart de ses sœurs se mariaient. Elle travaillait, elle était infirmière dans un service hospitalier dans un hôpital près de Blida. C'est un métier qu'elle n'avait pas choisi, même si elle l'appréciait, et elle, son rêve, c'était d'être journaliste. Mais pour les femmes dans ce contexte, les seuls métiers respectables sont les métiers du médical ou de l'enseignement. D'ailleurs, toutes ses sœurs étaient devenues institutrices. Alors, son métier ne la rendait pas riche, mais il lui permettait de donner de l'argent à ses parents. Donc, situation complètement différente de ma famille précédente. Le père était retraité, la mère était femme au foyer. Aucun des deux n'avait fait d'études, ils ne parlaient d'ailleurs pas du tout le français. Ils habitaient une maison modeste et donc ils avaient décidé que leurs enfants feraient des études et travailleraient, filles comme garçons. Cette décision reposait, je l'ai dit, sur une aspiration à une ascension sociale pour leurs enfants, sans distinction de genre. Et donc ça montrait vraiment la singularité de cette famille, là encore, dans ce contexte conservateur.
L'exemple de cette famille est particulièrement intéressant, je pense, tant il permet de saisir la fluidité des comportements, les adaptations entre désirs, projets personnels et contraintes sociales. Je m'explique. Cette famille était religieusement pratiquante, elle le montrait. La mère, qui elle-même portait un hijab coloré et une abaya noire, un petit peu comme la femme précédente, sortait tous les matins pour aller à la mosquée. Les filles portaient toutes un hijab coloré avec des motifs et qu'elles portaient avec une tunique, un pantalon assorti. Le fils de la famille portait un qamis et avait une barbe, et à l'image des hommes salafistes. Et le père, lui, était en pantalon-chemise. Donc, toute cette famille montrait clairement sa religiosité. C'était des gens qui avaient une pratique religieuse affirmée. Et ces apparences leur permettaient de se fondre dans cet univers conservateur environnant. Les hommes dans la petite ville dans laquelle elle habitait étant quasiment tous habillés en qamis et les femmes étant toutes voilées. Alors la pratique religieuse des membres de cette famille était vraiment sincère, hein, elle était réelle, mais finalement elle était aussi moins stricte que celle des femmes du portrait précédent. Alors le fils, par exemple, c'est intéressant de voir aussi les hommes, comment... voilà, le fils qui se disait salafiste, qui se montrait salafiste, la première fois qu'il m'a vu, il s'est approché de moi, il s'est dit ravi de rencontrer une Française et il m'a serré la main. Ce qui m'a vraiment étonnée parce que les hommes salafistes ne serrent pas la main des femmes. Et lorsque j'ai discuté avec lui, et puis avec sa sœur aussi, j'ai compris qu'effectivement, il voulait ressembler par sa tenue vestimentaire au prophète de l'islam. Il trouvait ça normal, mais donc en fait, il s'habillait comme tous les jeunes de son quartier, mais c'est pas pour autant qu'il adhérait à une vision politique ou sociale de la religion. Magit, quant à elle, on le voit, elle portait un voile de couleur. Donc, à l'époque, là, je ne sais pas ce qu'elle a. Non, là, il est uni. Mais elle avait souvent des voiles avec des petites fleurs. C'était la mode à ce moment-là. Et donc, ces voiles évoluaient en fonction de la mode du moment. Et de temps en temps, elle laissait passer ses cheveux devant ou derrière. Parfois, elle enlevait son hijab en pleine rue pour le remettre, un petit peu comme un geste de coquetterie. Elle aimait se maquiller, se mettre un peu de rouge à lèvres, etc. Mais elle était aussi très, très, très attachée à son hijab, qu'elle portait depuis l'adolescence, qui faisait vraiment partie de sa panoplie vestimentaire, comme n'importe quel autre habit qu'elle portait. Donc il lui était absolument inconcevable de ne pas le porter, de l'enlever, et même lorsque nous allions à la plage, elle restait soit tout habillée pour se baigner, soit elle portait un maillot hijab. Mais elle ne pouvait pas se présenter tête nue, elle se sentait alors impudique, elle se sentait nue, même si finalement, en ayant beaucoup discuté avec elle des raisons du port de son voile, les raisons n'étaient pas du tout entièrement religieuses. Elle le portait parce que tout simplement c'était la norme. Il lui permettait de sortir, de travailler, d'avoir une vie sociale. Et donc elle le transformait aussi en accessoire de mode. Il la protégeait du regard extérieur et en même temps il la mettait en valeur puisque c'était un accessoire qui suivait la mode. Alors, là on la voit encore avec des amis. Et donc grâce au hijab et à son métier, cette femme achetait sa liberté, qui était matérialisée par une petite voiture blanche qu'elle avait pu se payer et avec laquelle elle partait non seulement à son travail, mais aussi en balade. Dès qu'elle avait un moment de libre, elle embarquait sa mère, ses sœurs, ses copines et moi. Et on partait au hammam, à la plage, dans les centres commerciaux, se balader. Alors évidemment, il était inconcevable qu'elle parte seule, mais finalement, le regroupement entre femmes semblait suffire à la respectabilité, puisque aucun homme n'était jamais avec nous à ce moment-là. Cette jeune femme donc, qui travaillait, je l'ai dit, participait aux dépenses de la famille. Et plusieurs fois, on a été faire des courses au supermarché, donc ce qui était absolument inconcevable, on l'a vu hein, dans la famille précédente, où c'est les hommes qui font les courses, puisque les femmes ne peuvent pas sortir. Son autre liberté, ce qui la met vraiment dans un cas particulier, c'était son célibat.
Même si quasiment toutes ses copines, collègues de l'hôpital, qu'elles étaient infirmières ou médecins, étaient également célibataires en approchant la quarantaine. Mais c'est quand même une situation qui est très exceptionnelle en Algérie. On pourra y revenir. Mais toutes ces femmes refusaient de se laisser enfermer dans un mariage qui allait certainement les obliger à quitter leur métier. Généralement, quand les femmes se marient, qu'elles travaillent, une fois qu'elles sont mariées, le mari exige qu'elles arrêtent de travailler et donc les oblige à rester à la maison. Et elles ne pouvaient pas avoir investi autant de temps. Et voilà. C'était impossible. Donc, elles préféraient rester célibataires et hors norme quelque part, plutôt que de perdre cette liberté-là. Donc, quoi qu'il en soit, malgré son métier et son désir de découvrir le monde, cette femme projetait sur son environnement les mêmes représentations de danger finalement que la mère du portrait précédent. Cette femme aimait sortir avec ses amis, avec sa famille, elle était avide de connaissances, mais en même temps, elle était dans un mode de pensée qui faisait qu'elle croyait en un certain nombre de légendes modernes qui étaient véhiculées sur les réseaux sociaux principalement, et dont l'objectif, c'est vraiment de restreindre le mode de vie des femmes et de limiter leurs sorties et leurs activités. Par exemple, elle avait fait des études de médecine, et elle était absolument convaincue qu'une femme pouvait tomber enceinte en se baignant dans une piscine où des hommes avaient nagé auparavant. Alors ce genre de légende, évidemment, comme par exemple au Maroc, la légende de l'enfant endormi, a ses raisons sociales, évidemment. Mais pour elle, en tant qu'infirmière, croire en ces légendes révélait le paradoxe de sa vie de femme qui était en quête de liberté, mais en même temps qui était enfermée dans cet environnement conservateur. Elle oscillait entre son ancrage social, religieux et familial, et en même temps, c'est sa volonté, c'est son désir de connaissance, d'indépendance et d'affirmation de soi. Alors, je ne sais pas si j'ai montré finalement tout. Ouais. Je vais terminer là-dessus. Je vais conclure pour quitter ces deux exemples, ces deux types de portraits assez révélateurs pour vous dire qu'il est absolument important de comprendre la situation du conservatisme social, pour comprendre cette situation du conservatisme social et religieux algérien contemporain, il faut revenir à des éléments historiques dans la construction de l'État moderne en Algérie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le FLN, dès les années 50, a été traversé par de grands débats internes qui étaient contradictoires, des courants contradictoires qui reposaient sur 4 grands points: la souveraineté, la démocratie, le social et l'islam. Ces débats opposaient ceux qui souhaitaient construire une Algérie avec une république démocratique, sociale et non théocratique, et ceux qui souhaitaient mettre en avant une Algérie qui était une société musulmane, arabe, et qui s'appuyait ainsi notamment sur l'association des oulémas, et donc la fameuse figure de Ben Badis, qui militait pour une Algérie arabo-musulmane. Alors les débats ont vraiment, au sein du FLN, d'une année à l'autre, en fonction de qui a dirigé le FLN, les tendances ont pris le dessus l'une après l'autre. Et en 1962, au moment de l'indépendance, c'était toujours pas tranché. Et Ben Bella, qui était donc au pouvoir, a mobilisé tous les idéologues du FLN en 1964 lors de la charte d'Alger. Et finalement, ce sont les tenants de cette Algérie arabo-musulmane qui en sont sortis gagnants. Donc, très vite, ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir algérien, le FLN, a mis en place toute une série de mesures pour coller à ce nouveau roman national, dont notamment, par exemple, l'arabisation ultra rapide de l'enseignement en Algérie contre le français, ce qui était tout à fait compréhensible, puisque c'était un pays indépendant, mais ça s'est fait vraiment surtout contre l'ancienne puissance coloniale qui était la France, et donc contre le français. Mais ce grand roman national d'une Algérie qui serait arabo-musulmane, donc avec vraiment l'islam au cœur du projet social,
et politique était aussi un moyen d'éliminer tout ce qui pouvait être, toutes les controverses internes à la société, notamment les revendications kabyles. Tout ce qui était berbérité a été éliminé. Les berbères n'existent plus, nous sommes des musulmans, nous sommes des arabes. Il y a eu aussi une période où on a fait venir des prédicateurs frères musulmans d'Égypte pour l'éducation, etc. Donc l'État, qui était par ailleurs avec une économie socialiste, d'un point de vue social, éducatif, etc., a vraiment mis en avant, a fait une course en fait à l'islamisation de la société. Dans les années 80, il s'est fait déborder lui-même par des islamistes qui ont commencé à contester son projet socialiste. Et on en est arrivé, je fais vraiment des grands raccourcis, on en est arrivé dans les années 90-2000 à cette guerre atroce entre les islamistes et l'armée. Alors, la réconciliation nationale, c'est 2002. Ce qui s'est passé, c'est que pour acheter la paix sociale, l'État, Bouteflika, qui est arrivé au pouvoir, a fait venir au gouvernement des salafistes qui étaient des conservateurs et qui n'étaient pas du tout des contestataires du régime pour gérer tout ce qui était justement l'éducation, le social, etc. Donc il y a eu vraiment un retravail des manuels scolaires où justement ces idées de conservatisme, de patriarcat, etc. sont vraiment dans les manuels scolaires. Les enfants en Algérie sont éduqués comme ça. Donc en fait, ce qui devait être conjoncturel, le moment de l'achat de la paix sociale et l'arrivée de la mise en avant de ces salafistes apolitiques conservateurs est finalement devenu structurel puisque ces gens-là sont restés et ils ont imprégné la quasi-totalité de la société algérienne, si bien qu'on parle aujourd'hui d'une salafisation des façons de vivre en Algérie, même si ça peut être discuté, hein, mais disons que cette référence à un islam rigide et à un conservatisme social est vraiment devenu la norme. Voilà, donc je trouve que l'exemple de cette première femme bourgeoise qui est certes extrême, mais a quand même une forte valeur heuristique. Là, c'est une photo qui vous montre ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à la question du voile. Hein. Quand je disais que c'est vraiment une question politique en Algérie, voilà, il y a des campagnes régulièrement qui sont menées par des salafistes pour inciter les femmes à se voiler toujours plus. Et donc, cette femme bourgeoise, son exemple est vraiment révélateur, je trouve, de cette histoire de l'Algérie, puisque cette femme, quand j'ai travaillé, quand je vivais chez elle et que j'ai sorti les albums de famille, je la voyais quand elle était jeune, il y avait des photos d'elle quand elle était jeune. Elle venait de se marier, je sais qu'elle avait fait des études, je connaissais ses parents, donc je connaissais l'endroit, enfin, le milieu dans lequel elle avait grandi. Son père avait vécu en France, il parlait très très bien le français. Elle avait fait des études, elle avait un métier, elle était coiffeuse. Les premières années de son mariage, je la voyais en photo où elle allait avec son mari aux terrasses de café, où ils allaient danser, elle ne portait pas le voile. Et moi, je lui ai demandé de me raconter sa vie entre les photos des années 80 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'était passé. Voilà. Et je trouve que l'histoire de cette femme est très explicite de aussi ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, l'évolution de la société algérienne plus généralement. J'ai tenu j'ai dépassé un tout petit peu. Ouais, c'est bien. Donc on ouvre tout de suite la discussion et je te laisse distribuer la parole puis me placer comment. Donc c'est à vous. Qui se jette à l'eau? Alors, il y avait une dame derrière. Bonjour, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. J'ai une question qui est liée à l'accès à votre terrain, en fait. Vous avez dit au début que la première femme n'avait pas vraiment un rapport spirituel à l'islam, en fait, à la religion. C'était quelque chose d'assez plutôt dans le type des comportements. Et la question que je me suis posée, forcément, à ce moment-là, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas une pratique différenciée, genrée, en termes de pratique religieuse, où l'aspect plus spirituel et théorique, finalement, de la religion est plus souvent donné aux hommes? Vous avez en même temps montré que ce n'était pas trop le cas avec la personne d'après,
qui elle va donc à des cours religieux. Mais ça m'a fait penser au fait que si vous avez accès, en fait, je voudrais savoir si vous aviez accès qu'aux femmes. Et donc, vous voyez leur perspective. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme accès d'avoir accès aux femmes? Donc, ça donne énormément d'avantages, j'imagine. C'est aussi un terrain qui peut être peut-être plus difficile d'accès. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de votre accès particulier, dont j'aimerais un peu savoir comment vous êtes rentré dans ces milieux-là, en fait. Merci. Donc, je réponds directement, et puis après, Didier, tu poseras ta question. Alors oui, j'avais accès uniquement aux femmes. C'était pas du tout volontaire au départ, hein, mais le fait que j'arrive et qu'on m'enferme dans la maison avec les femmes, forcément, je n'ai plus travaillé qu'avec des femmes, même si après j'ai pu en sortir, notamment grâce à ma guide que j'ai rencontrée et qui m'a fait. Mais même avec elle, j'étais quasiment qu'avec des femmes. J'ai pas l'impression, en tout cas, je parle vraiment de ce contexte-là. Ça ne veut pas dire qu'en Algérie, les gens n'ont pas de connaissances religieuses. Je ne dis pas du tout ça, mais en tout cas, dans ce milieu-là, c'était pas du tout quelque chose la connaissance n'était pas du tout mise en avant. Moi, arrivant, ils savaient que j'étais universitaire, ils savaient pourquoi je venais, ils savaient que je faisais des recherches. C'était complètement dévalorisé, ça ne m'a absolument rien rapporté. Ils m'ont enfermé avec les autres femmes en me disant vas-y, fais la cuisine, fais le ménage, et voilà quoi. La connaissance n'était pas du tout une valeur sociale pour eux, c'était juste la richesse, il fallait se montrer riche et écraser les autres avec son argent. Et donc, il y a même, d'un point de vue religieux, moi, ça m'a étonnée, hein, vraiment. Parce que moi, j'ai quand même travaillé pendant plus de 15 ans sur le soufisme en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. Donc, arrivé en Algérie, j'étais passée aussi, j'ai travaillé au Maroc, sur les zaouïas, sur les confréries, etc. Donc, au départ, mon premier projet, c'était de travailler sur le soufisme en Algérie. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, le soufisme, à part si on va dans la région d'Oran et puis plus vers le désert, mais sinon, sur toute la côte algérienne, qui est la plus peuplée, le soufisme n'est pas du tout dans la vie des gens. Il est quasiment inexistant. Et même quand j'en parlais, les gens me disaient ça, c'est pas l'islam, c'est nos traditions, n'importe quoi. Donc, voilà, la spiritualité, moi j'ai été très très étonnée de voir combien les gens ils passaient leur temps à parler de religion. Sans que cette religion soit du tout spirituelle, quoi. C'était vraiment une affaire de comportement. Et les hommes, en tout cas du milieu dans lequel j'étais, n'étaient pas du tout dans cette connaissance religieuse non plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Didier, tu avais une question? Ouais. Oui, volontiers, merci. Tu terminais... Ah ouais. Merci. Tu terminais en rappelant aussi, en montrant que le parcours de cette femme, donc de la première famille bourgeoise, est assez frappant parce que ces photos montrent qu'il y a eu cette évolution vers une fermeture à l'intérieur ou un enfermement à l'intérieur de la maison. Je me demandais aussi, en t'écoutant, quel était en fait le parcours social de cette femme. Enfin, si tu as beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait cette volonté d'adhérer, de faire plaisir à sa belle famille, de montrer qu'elle méritait en quelque sorte de se retrouver dans cette famille riche. Est-ce que ça veut dire que son mariage était aussi un moment d'ascension sociale qu'elle se sentait le devoir de payer en quelque sorte par une adhésion totale ou pas? Et sauf erreur, il y a trois garçons et une fille dans la famille. Je me demandais ce qui se passait avec la fille, en fait, si elle était scolarisée, jusqu'où, enfin, qu'est-ce qui est prévu et possible dans ce genre de milieu et de cercle. Et puis d'autre part aussi sur la trajectoire de cette famille, donc visiblement une vieille femme, enfin une famille avec une richesse marchande assez ancienne, si je comprends bien. Mais est-ce qu'il y a aussi des liens entre cette évolution vers le salafisme et des opportunités de business? Est-ce que c'est aussi une façon de développer un autre type de business et de continuer en fait la trajectoire de la famille? Est-ce que ça peut s'expliquer aussi comme ça? D'accord. Alors, d'abord le mariage. C'est vrai que, bon, là, pour faire court, je n'ai pas parlé, mais j'ai beaucoup travaillé sur la question du mariage dans ce milieu-là. Les mariages sont tous des mariages arrangés.
Les familles choisissent les maris et voilà. Mais c'est vraiment accepté par tout le monde. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de discussions. J'ai été à des mariages et j'ai discuté avec beaucoup de jeunes filles et qui me disaient nous, les mariages d'amour, on ne veut pas. Hein. Ça, c'est dans les feuilletons de télé, mais ça ne marche pas dans la réalité. Quoi. Enfin, c'est, au moins, un mari, au départ, tu ne l'aimes pas, tu apprends à le connaître, après, tu apprends à l'aimer. Alors que si c'est un mariage d'amour, forcément, ça finit mal parce qu'on finit toujours par non plus aimer. Enfin, bon, voilà, c'était le discours qui me tenait. Et donc, c'était vraiment les mariages étaient arrangés. La femme, là, comme je l'ai dit, elle venait d'une famille beaucoup plus modeste. Pas très loin, enfin, c'était des gens qui habitaient... bon, c'était pas le même quartier, mais bon, voilà. Et comme le mari, son mari actuel, travaillait dans les matériaux de construction, etc., il y avait eu des travaux qui avaient été faits chez les parents chez ses parents. Et donc, c'est à ce moment-là que le mari l'avait vu et avait demandé à son père de la marier. Et elle, manifestement, elle vivait ça comme une ascension sociale. De toute manière, dans les critères, quand on demande aux jeunes filles quels sont les critères pour un bon mari, puisque c'est des questions d'arrangement, et que souvent elles ne connaissent pas le mari, les seules questions qu'elles demandent, c'est savoir quel est son revenu, pour savoir si le mari peut lui acheter une voiture, la faire vivre décemment, voire même le super luxe, c'est de pouvoir avoir une maison indépendante des beaux-parents pour ne pas avoir à supporter la belle famille. Et là, c'était vraiment ça, quoi. Enfin, elle aspirait à ce modèle bourgeois et elle y était arrivée grâce au mariage et donc il fallait pas que... Et elle était vraiment tout le temps avec sa belle famille qui était donc très riche et très pieuse. Il fallait qu'elle en fasse des tonnes pour... voilà, c'était le contexte de son mariage. Et d'ailleurs, dans sa propre famille, ses parents et ses sœurs, elle avait une sœur qui refusait de porter le voile, qui travaillait, elles étaient opposées, et qui la critiquait, qui disait mais elle est folle, elle se fait une vie folle. Enfin, voilà. Parce que cette femme, elle était quand même très très malheureuse aussi, il ne faut pas croire. Et donc, effectivement, ils avaient une petite fille. Elle avait 10 ans à l'époque, donc c'est encore jeune. Elle allait à l'école, évidemment. Les filles vont à l'école. Il y a la scolarisation des filles. Moi, ce qu'on me disait, alors je les ai pas revus, ces gens-là, parce que ça a mal fini notre histoire. Donc, voilà. On se fait arranger. Donc, c'est des gens que... Je suis le feuilleton de loin parce que j'ai des échos. Qui sont assez rebondissants d'ailleurs, mais moi je ne suis plus retournée chez eux. Donc la petite fille, là aujourd'hui, elle doit avoir 14 ans, 14-15 ans, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je les ai accompagnés dans la maison au bord de mer, la pauvre petite, elle était la seule, elle avait 10 ans, on la mettait dans une espèce de combinaison de plongée pour qu'elle puisse passer ses journées sur la plage, qui était vraiment au bout de la maison. Et ses frères commençaient à vérifier, il ne fallait pas qu'elle parle aux garçons, voilà. Et puis, de toute manière, sa mère me disait, des moments où elle aura ses règles, on va lui mettre un voile. Et elle était vraiment éduquée dans une femme voilée, c'est très très beau. Elle-même me le disait. Voilà, elle était éduquée comme elle avait le modèle de sa mère et elle vivait, voilà. Et en plus là, moi j'y suis allée, voilà, c'était l'été aussi, c'était les vacances, donc la gamine, les frères ils sortaient, soit ils dormaient toute la journée parce qu'il y avait la période du Ramadan, soit ils sortaient, ils allaient à la plage, sortir avec les copains et tout. La petite, elle, c'était pareil, elle était enfermée dans la maison avec sa mère. Et en plus, elle faisait rien, il n'y avait aucun jeu, il y avait à regarder la télé. Enfin, c'était culturellement, intellectuellement très pauvre, hein, ce contexte-là. Alors, l'histoire du business... Alors, bon, alors ça, moi, je ne sais pas très bien répondre, en fait, parce que je n'ai pas les éléments... Il y a tout un business lié au salafisme. En Algérie, beaucoup de commerçants sont salafistes. Et il y a des travaux qui sont là-dessus qui montrent vraiment le business autour du salafisme, parce que l'État, justement, toujours à vouloir acheter la paix sociale, a donné beaucoup d'argent aux commerçants salafistes pour... Donc, mais là, je ne pense pas qu'on soit dans ce cas-là, parce que ce sont plutôt des commerçants qui ont des boutiques ou des choses comme ça, alors que là, c'est vraiment un niveau de richesse bien supérieur. Et ça vient vraiment du grand-père qui lui, n'est pas salafiste, enfin, bon, même si ses enfants et ses filles sont salafistes.
Le grand-père, qui était juste proche du FLN et de l'armée, et qui avait su en tirer du business, et le père était dans la continuité. Il avait lui-même plein d'immeubles qu'il louait, il avait des terres qu'il revendait, il faisait construire, et puis après il avait un magasin de matériaux de construction. Enfin, ils étaient vraiment très, 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 très riches, ces gens-là. Alors le salafisme, je pense, la rigidité... Franchement, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les éléments vraiment, mais ce que je peux apercevoir, c'est qu'ils ont suivi la mouvance, et que de toute manière, aujourd'hui en Algérie, pour se faire bien voir, il faut se montrer, en tout cas dans ce contexte-là, il faut se montrer très pieux, très musulman, avec cette rigidité, etc. Ils sont rentrés dans cette catégorie de bourgeois, il faut qu'ils se montrent bourgeois. Or, c'est quoi les normes de la bourgeoisie, là, dans ce contexte-là? C'est des femmes qui sont recluses, c'est ça. Donc, ils sont dans ce modèle-là, mais vu ce que je connais de leur vie aussi et de leur pratique, c'est pas des gens qui sont très pieux, en fait, et qui sont du tout dans des valeurs morales très... voilà, c'est des gens il y a eu beaucoup de détournements d'argent, enfin voilà, je connais des choses beaucoup sur cette famille-là, quoi. C'est pas tout joli non plus, quoi. Mais bon, c'est le contexte clientéliste de l'Algérie aussi, voilà, quoi. Donc je pense que c'est plus une visibilité sociale, une façon de... Je suis peut-être trop longue dans mes réponses, je ne sais pas. Merci. Merci pour votre présentation. Juste une question. Comment est-ce que vous gérez les questions entre le structure, le patriarcat, le conservatisme, et aussi de l'agence de ces femmes, parce que vous avez dit aussi qu'elles disent que elles portent la voile parce que c'est leur volonté dans ces contextes, mais et du coup ça me perturbe un peu en termes de questions de structure contre l'agence. Et aussi vous avez dit que la première femme, elle était très déprimée, en déprime, vous avez dit, mais est-ce que c'est elle qui parlait de ça, ou c'est vous qui avez observé qu'elle était en déprime et qu'elle cherchait elle cherchait des raisons pour comprendre sa vie, ou pour mettre en valeur sa vie? Merci. Donc, conservatisme, agentivité, vous voulez dire des femmes, enfin, du coup, voilà, ok. Ces femmes donc, qui étaient dans ce contexte conservateur, qui y adhèrent, hein, elles y ont vécu, elles y ont grandi, elles ont été éduquées. Donc, comme l'agentivité, on pourrait peut-être la voir dans les deuxièmes portraits, donc ces femmes qui travaillent malgré tout, qui ont fait des études, qui essayent de s'émanciper, de faire leur vie, même si elles restent enfermées et dans leur tête et dans leur possibilité de vie par des contraintes, un contrôle social qui est très très fort. L'agentivité de la femme, la mère de famille, là, alors oui, aspirer à ce modèle bourgeois, etc., quelque part, elle a peut-être réalisé un rêve, mais effectivement, non, c'est pas elle, hein, elle me disait pas qu'elle était déprimée du tout, non, elle l'a jamais dit, c'est moi qui le voyais. Bon, elle aimait se montrer... Moi, j'avais remarqué que, comme j'avais mon appareil photo, elle acceptait que je fasse des photos. C'était assez contradictoire parce qu'il ne voulait pas de photos, etc. Mais en même temps, elle adorait que je la prenne en photo. Puis elle regardait les photos, puis après on les effaçait. Et donc, quand je prenais des photos, tout de suite, elle prenait un air... Alors, si elle était en train de rire ou comme ça, tout de suite, elle prenait un air très grave. Il fallait qu'elle montre qu'elle était... elle se donnait une contenance comme ça, tout de suite, d'une gravité, un regard triste. Ça m'avait frappée. Mais après, bon, voilà, j'ai pas raconté le détail de mon terrain. J'en ai fait un ouvrage. Mais c'est pour ça que je dis que ça s'est mal passé. parce que cette femme était dans un état psychologique très très faible.
elle a pété un câble, quoi. Enfin, elle supportait plus sa vie, et donc elle était toujours à se chercher un renforcement moral pour justifier le fait qu'en fait, elle rêvait que son mari la sorte au restaurant, elle rêvait que... Et comme moi, au bout d'un moment, j'ai réussi à sortir quand même de cette maison grâce à l'autre jeune fille, à faire des enquêtes à l'extérieur, etc. Elle l'a très très mal vécu, mes allers-retours, et donc il y a eu beaucoup de jalousie et tout ça, donc ça a été très très violent. Et elle avait beau me dire, non mais moi, parce que voilà, après, dès le moment où je sortais, moi j'étais devenue la fille de mauvaise vie, forcément, puisque j'avais le droit de sortir. Donc elle me faisait un discours moral en disant que c'était elle qui était une bonne musulmane, moi j'étais rien du tout, alors moi je suis redevenue là, la française, l'occidentale, et toutes les préjugés qui vont avec. Voilà, donc elle renforçait toujours son discours pour justifier sa vie, mais en fait, je ne sais pas comment on fait de toute manière pour être heureux en étant enfermé entre quatre murs, hein, et être tout seul. Enfin, je veux dire, au bout d'une vie, c'est long quand même. Donc, ouais, c'était très très violent quand même tout ça. Et vous demandez dans quelle mesure est-ce qu'on peut appliquer ça, dans quelle mesure est-ce que ça s'applique aux grandes villes algériennes ou des villes juste un peu plus grandes, que ce soit Alger, Tlemcen ou Oran. Et une deuxième question, ce serait est-ce que l'islamisation ou la réislamisation de la société algérienne a tout de même continué après la décennie noire, et comment est-ce que ça s'explique malgré le traumatisme de cette décennie? Non, c'est très intéressant ça. Oui, alors il y a des grands clivages dans les façons de vivre en Algérie. Hein. Il y a vraiment des façons de vivre très 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 différentes selon les régions, selon les villes, selon les campagnes, etc. Bon, là, on est quand même dans un milieu quand même périurbain, quoi. Enfin, c'est pas non plus la campagne. Alger, c'est particulier, Oran aussi. Mais d'autres villes, non. Si on va à Constantine, c'est quand même assez conservateur, etc. Moi, j'ai travaillé sur Alger aussi. J'ai fait un terrain sur Alger, justement, sur les femmes qui sortent dans les rues la journée, pour faire une comparaison, justement, avec ces endroits où les femmes sont juste absentes des espaces publics. Donc, oui, il y a des façons de vivre qui sont très différentes à Alger. Ça ne veut pas dire qu'on sort complètement de ce contexte conservateur. Il est toujours là. La société algérienne est extrêmement conservatrice aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est le social qui se met sur le religieux, le religieux qui légitime le social. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui amène le conservatisme, ou si c'est deux conservatismes qui se mettent ensemble et qui... de toute manière, ça s'est construit ensemble. Hein. L'un a légitimé l'autre. Mais même à Alger, à 8h du soir, dans le centre-ville d'Alger, dans la rue des Douches-Mourad, il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus de femmes. Et on ne peut pas sortir. Si on va aller au cinéma, il faut avoir une voiture, sinon on se fait insulter dans la rue. Alors qu'en journée, il y a les boutiques, c'est très un peu à l'occidental, où les femmes sortent même sans voile ou avec des voiles très colorés, etc. Et puis, il y a quand même toujours... Et puis il y a les réflexions des faits, quand on se promène dans les rues à Alger, qu'on est une femme, c'est tous les quatre pas, que les garçons, enfin il y a des hommes qui tiennent les murs, comme on dit, qui sont là et qui passent toute la journée à regarder les femmes passer, et qui passent leur vie à je sais pas, enfin dire t'es belle, enfin bon voilà, je veux dire, il y a quand même ce climat qui peut faire rire au début, mais qui est quand même super lourd. Et voilà, moi j'ai fait du terrain à Alger, j'étais pas en jupe et t-shirt, hein, il faisait 40 degrés, quand même obligée. Enfin voilà, il y a quand même, en tant que femme, c'est compliqué. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était compliqué. Du coup, pardon, la deuxième question. Oui, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, hein, l'État a fait un pacte avec les salafistes. Ils ont acheté la paix sociale, comme ils achètent la paix sociale, parce que l'Algérie est très 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 riche. C'est un pays, quand on se promène, les routes sont défoncées, etc. Mais c'est un pays extrêmement riche avec le pétrole, le gaz. Donc l'État avait beaucoup d'argent, parce que là, ils sont en train de... C'est assez terrible, je ne sais pas ce que ça va donner d'ailleurs. Mais donc, ils distribuent. On ne voit pas de grande misère en Algérie. Les gens ne sont pas
très riches, sauf cas exceptionnels, mais il n'y a pas une grande misère non plus, comme on peut voir nous, dans nos sociétés. Il n'y a pas beaucoup de gens, sauf des subsahariens, des migrants, des gens comme ça qui sont à la rue, mais sinon, les Algériens, parce qu'il y a des programmes d'habitation par l'État. Enfin, l'État donne beaucoup d'argent pour justement, dès qu'il y a une petite révolte, on donne de l'argent et les gens se calment, etc. Ils ont fait la même chose avec les salafistes. Donc les salafistes, ils ont pris toute la société, en fait. Ils ont tout ce qui est l'éducation, j'ai dit les manuels scolaires, puis il y a tout le temps des débats qui reviennent sur la question de la mixité dans les classes, à l'école, sur tout le temps c'est vraiment la question de la place de la femme est un débat récurrent, très quotidien. Alors aussi beaucoup de, j'en ai pas parlé, mais beaucoup de militantes aussi, féministes en Algérie, il faut savoir que le code de la famille est toujours, la femme est toujours mineure toute sa vie en Algérie. Elle ne peut pas, elle dépend de son mari, elle dépend de son père. C'est toujours le cas, donc voilà, il y a beaucoup de femmes qui militent aussi contre la violence faite aux femmes. Enfin, on est dans un contexte très conservateur. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans les années à venir. Il y a eu le mouvement du Irak qui était un mouvement politique qui a été très multiple en fait, parce que ça allait justement des islamistes qui étaient dedans aux ultra-féministes. Il y avait de tout dans ce mouvement, mais d'une manière générale, il n'y avait pas forcément une volonté non plus de changer profondément la société algérienne. C'était plutôt un renversement du régime. En tout cas, le mouvement n'a pas réussi ne s'est pas structuré pour donner quelque chose, vraiment un élan politique. Donc aujourd'hui, on est revenu en Algérie où tout est refermé complètement. C'est exactement comme il y a 5 ans, quoi. On peut pas parler, il ne peut pas y avoir d'opposition, il y a les emprisonnements des journalistes, etc. Donc c'est un contexte... Bon. Il y avait une question... au fond. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir, pour le deuxième portrait, concernant la femme qui travaille et qui est célibataire, mais dont la bonne religiosité lui permet ça, est-ce qu'elle doit quand même rester sous la responsabilité de son père, ou ce serait possible pour une femme qui travaille de s'émanciper de ça, ou il faudrait toujours qu'elle vive avec un homme et sous sa responsabilité? Ah oui. Oui, j'allais dire dans ce milieu, mais en fait, c'est même pas... Alger, peut-être que ça existe. Moi, on m'a dit que ça existait, mais moi, je n'ai pas vu. Mais là, dans ce milieu-là, c'est impossible. D'ailleurs, elle cotisait, il y a des possibilités de cotiser auprès de l'État pour pouvoir acheter des logements sociaux. Et elle cotisait pour avoir un appartement si jamais un jour elle se mariait ou si, bon, voilà, pour avoir un bien. Mais non, il est absolument inconcevable. Une femme ne peut pas vivre indépendante. Merci. Du coup, est-ce qu'elle peut quand même faire ces démarches-là en son propre nom ou pas du tout? Oui. Oui. Oui, mais en même temps, elle ne pouvait pas y habiter. Elle ne pourrait jamais y habiter seule, en fait. Mais elle pourrait le faire parce que c'est elle qui gagnait l'argent pour y mettre ses parents ou pour... Non, une femme ne peut pas. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ne s'étaient jamais mariées, qui avaient 50, 60 ans et qui vivaient toujours... bon, les parents étant morts, elles vivaient avec leurs frères ou avec... Enfin, il fallait toujours qu'il y ait un homme pour tuteur. Non, il n'y a plus de questions. D'autres questions? Sinon, moi j'en ai une. Pardon. Merci beaucoup. En fait, dans le cadre du cours, on essaye de réfléchir sur cette notion de révolution conservatrice. Donc, on a construit comme ça assez rapidement une espèce de type idéal par rapport aux révolutions conservatrices de l'entre-deux-guerres en Europe. Et puis, mutatis mutandis, on essaye de voir si ça fonctionne en Afrique et notamment quelle serait la place ou le rôle de la religion si révolution conservatrice il y a. Et un des éléments
essentiel de ce modèle de la révolution conservatrice, c'est le ressentiment, tel qu'il a été élaboré entre les deux guerres, notamment le ressentiment dans un contexte de défaite, etc. Une des particularités de l'Afrique, toujours à l'aune de cette hypothèse de la révolution conservatrice, c'est le ressentiment par rapport à la colonisation, par rapport mais éventuellement à l'esclavage naturellement, mais également par rapport à toute la dimension sorcellaire. Enfin, donc toute chose que tu as croisée plus ou moins en Afrique de l'Ouest, peut-être moins en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Donc la question à propos de l'Algérie, c'est est-ce que cette hypothèse d'une révolution conservatrice te semble plausible, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elle s'expliquerait ou est-ce qu'elle s'adosserait à un ressentiment qui pourrait être naturellement le ressentiment par rapport au moment colonial, mais peut-être également le ressentiment par rapport à une lutte de libération nationale qui a été dévoyée, qui a fait l'objet d'un processus de captation par l'armée et qui a donné naissance à un régime qui est quand même très largement décrié, même si les gens, d'une certaine manière, peuvent s'y reconnaître soit socialement, soit en termes de redistribution de la rente. Oui, moi je pense que le modèle là, dont tu m'avais parlé, il colle très très bien en Algérie pour le coup. Alors le ressentiment, la révolution, on est en plein, je veux dire régime socialiste à l'arrivée au pouvoir, à l'indépendance, et puis finalement une révolution socialiste qui devient extrêmement conservatrice. Et socialement, religieusement, etc. Ce ressentiment, l'Algérie s'est bâtie sur le ressentiment envers la France, ce qui est par ailleurs complètement compréhensible, vu quand même les horreurs et l'horreur de la guerre d'indépendance, la guerre de libération, comme ils disent là-bas. Donc c'est compréhensible ce ressentiment, sauf qu'aujourd'hui, la population algérienne est très très jeune. Donc, je ne sais plus, j'entendais ça l'autre jour, mais... peut-être, je dis un chiffre qui n'est pas du tout réel, mais grosso modo, peut-être que 60-70% de la population algérienne aujourd'hui a autour de 30 ans ou moins de 30 ans. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas du tout connu la guerre de libération. Donc, ils la connaissent par leurs parents, etc. Mais l'État algérien a vraiment construit le roman national là-dessus, sur l'opposition à la France et du coup l'appartenance à un monde arabo-musulman. Donc vraiment il y a une rupture là et ce ressentiment il est ressorti continuellement. Dès qu'il y a un problème en Algérie, c'est la faute de la France. Si c'est pas la France, c'est Israël. C'est assez simple. C'est l'un ou l'autre. Et au-delà de ça, s'ils n'y arrivent pas, c'est la faute des Kabyles. Donc oui, il y a ce ressentiment. Je me souviens plus quelle était la deuxième partie de ta question. Pardon, excuse-moi, j'ai pas noté du coup. Éventuellement, ressentiment par rapport à l'occupation française. Ah oui, par rapport à la confiscation. Alors ça, on peut le trouver chez les opposants politiques, mais le problème, c'est que aujourd'hui, on les entend pas beaucoup, les opposants politiques. Ils sont quand même très muselés. Donc oui, il y a, comme tu disais. En même temps, les gens ont été tellement contents de sortir Bouteflika que même cette politique de la redistribution de la dette, etc., ça a ses limites, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils ont envie d'avoir quand même de la liberté, ils ont envie de vivre dignement, ils ont envie de travailler, et pas forcément avoir de l'argent qui tombe sans travailler. Enfin, voilà. Et puis, il n'y a pas beaucoup de rêves aussi en Algérie. Ça, c'est assez frappant, en fait, quand... Les jeunes, ils ont envie de partir, ils ont envie d'ailleurs. Il y a pas la société actuelle, elle fait pas forcément rêver. Donc il y a aussi une lourdeur par rapport à ça. Donc forcément qu'il doit y avoir du ressentiment vis-à-vis de cet espoir qu'ont vécu leurs parents, de libérer le pays et puis ce qu'il est devenu. Mais le problème, c'est que, comme je disais, il est quand même très, très muselé, le pays. Il est très refermé, très renfermé sur lui-même. Et puis, avec aussi les gens, très facilement... bon, c'est normal, on est tous avec nos contradictions. Mais alors là, politiquement, elles s'expriment... Des gens qui... Moi, j'ai pas eu tellement de racisme en tant que Française. J'ai pas souffert de ça.
sauf à des périodes, à des moments précis où on me le renvoyait dans la figure. Par exemple, j'étais en Algérie quand il y a eu la Coupe du Monde et que la France a gagné et que mais c'était les gens faisaient des terres d'enterrement quoi. Enfin, c'est en Algérie vu tout ce qu'il y a autour du foot où tout le monde klaxonne et tout, mais là ce jour-là, je suis rentrée sur Alger, c'était j'ai l'impression qu'il y avait eu un drame national. Enfin, bon. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon, je me suis du coup égarée. Mais oui. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à la France, je ne sais plus. Et quel est le rapport à la diaspora algérienne? Oui, mais c'est ça, voilà, c'est ça, c'est les contradictions, c'est que les gens, ils n'aiment pas la France, mais ils rêvent tous d'y venir, ils rêvent tous d'avoir un visa. Les gens qui sont ici, les gens sont entre la France ou l'Occident, d'une manière générale, et l'Algérie, enfin, ils sont super fiers de dire que je ne sais plus combien il y a de wilayas, de préfectures en Algérie, mais bon, ils en rajoutent une, ils disent que c'est Marseille. Enfin voilà, tout ce qui se passe, dès qu'on parle de l'Algérie en France, dès qu'il y a une émission de télé sur l'Algérie en France, mais ça va être regardé par tout le monde en Algérie, c'est hyper imbriqué tout ça. Et en même temps, voilà, c'est de l'amour-haine, quoi. C'est hyper violent aussi, et tout de suite ça prend feu dès la moindre occasion. Et en même temps, donc le rapport à la diaspora, il est parce que les gens, l'air de rien, bougent beaucoup aussi. Enfin, il y a des problèmes de visa, etc. Mais il y a quand même aussi beaucoup en tout cas, il y a eu beaucoup de facilitations pour les visas et tout ça, des Algériens particulièrement, plus que les autres en Afrique. Donc les gens naviguent beaucoup en fait entre les continents. Ils sont très très enfermés les Algériens dans leur pays, mais ils sont très. Ça c'est pas là encore un paradoxe. Ils bougent beaucoup et en même temps ils sont très enfermés. C'est un pays très très plein de paradoxes, c'est très ambigu et c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, moi j'ai pas du tout les explications à tout. J'ai aussi une question par rapport à la diaspora. J'avoue que j'en connais pas beaucoup. Mais est-ce que vous direz que les Algériens qui sont en France actuellement, ou qui sont de la deuxième génération, la troisième génération, est-ce qu'ils ont aussi une religiosité très proche à l'islam, ou est-ce que ça se manifeste différemment, ou enfin je sais pas. Qu'est-ce que vous avez observé, ou je sais pas. Moi, je n'ai pas travaillé sur les diasporas, donc je ne vais pas me permettre de répondre. J'ai plein d'amis algériens, mais je ne vais pas en faire des cas d'études et je ne peux pas en faire des généralités. Je pense qu'il y a de tout. Il y a des gens j'en connais, qui sont très pratiquants, plus pratiquants que leurs parents, qui sont très attachés justement du fait d'être en France, de se montrer musulmans, etc. D'autres pas du tout. Donc je pense que c'est vraiment des questions de parcours personnel. Je me demandais aussi quelle était la part de demande sociale de cette révolution conservatrice, en fait. Parce que, pour continuer dans le paradoxe, on peut bien imaginer aussi que les salafistes ne viennent pas de nulle part, comme le fils à la fin des années 80 aussi, qui a bâti son succès sur un certain nombre de prestations, notamment sociales, qu'il offrait et que l'État avait de plus en plus de peine à offrir. Est-ce que c'est quelque chose comment est-ce que tu perçois ça, en fait, cette demande sociale, y compris de femmes, on peut l'imaginer aussi, qui s'inscrivent tout à fait dans cette demande de salafisme, entre guillemets? Les gens ont envie d'avoir plus de liberté, mais aussi la liberté d'entreprendre, une liberté économique. Ils ont envie de créer des choses, ça c'est sûr. Et en même temps, il y a toujours ce réflexe d'attendre tout de l'État. Donc c'est là aussi, c'est toujours le vouloir plus de liberté, vouloir plus d'entrepreneuriat, etc. Et en même temps, on ne veut pas que l'État lâche non plus l'argent qu'il redistribue. Donc là encore, il y a... Ouais, enfin, moi j'ai des exemples concrets. Après, bon, c'est pareil, je ne veux pas en faire non plus des cas d'études, mais j'ai des gens qui ont envie de se lancer dans des trucs, et puis finalement, bon, voilà,
c'est facile aussi de recevoir de l'argent de l'État. Donc, puis ça rend quelque part, ça donne pas tellement envie du coup de se bouger. Enfin, c'est une façon aussi, je pense, pour l'État que de contenir, de contrôler les gens. Mais ça marche bien. Moi, ma question, c'est... En fait, j'étudie un pays qui est totalement différent, mais pour mon mémoire, c'est le Burundi. Et là-bas, les gens sont catholiques, mais ils sont beaucoup catholiques par tradition. Et j'ai cru comprendre de ce que vous racontiez, par les familles que vous avez observées, que les gens, enfin en tout cas les femmes que vous avez dit, elles font ça un peu parce que c'est la norme. Du coup, est-ce que vous diriez que de manière générale, de ce que vous avez observé, la religiosité en Algérie, c'est la norme? Ou est-ce que vous avez aussi vu un peu cette religiosité un peu plus croyante, fidèle et mystique et priante? Ou, enfin voilà, comment est-ce que vous pourriez situer les deux? C'est intéressant. Et après, moi, je ne veux pas donner de jugement de valeur si les gens se disent musulmans, très pratiques. Après, c'est leur pratique. Voilà, je n'ai pas à dire s'ils sont plus pratiquants ou moins pratiquants par rapport à... C'est vrai que si je prends par exemple le cas du Sénégal, où j'ai travaillé pendant très longtemps, où les gens sont pour le coup très pratiquants et très croyants et très inscrits dans des mouvements religieux, dans la société, etc. Là, finalement, en Algérie, le religieux, on en parle tout le temps. C'est vraiment, c'est la norme des comportements et les gens sont peut-être beaucoup moins pratiquants en réalité. Mais bon, voilà. Après, est-ce qu'ils sont... C'est une forme de religiosité différente qui est aussi beaucoup plus stricte, beaucoup plus rigide, beaucoup plus... Après, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont en famille ou des choses hyper très mystiques? Les gens pratiquent. Les gens font le ramadan, ils font souvent leurs 5 prières. Voilà. Après, ils en font pas plus ou pas moins. Ou, c'est une façon de pratiquer. Voilà. J'ai une question parce que vous avez parlé du Hirak rapidement et je voulais vous demander où en est le Hirak aujourd'hui. Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça... Je vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais où ça en est aujourd'hui, quelque part. Je crois qu'il n'y a plus les... Au jour d'aujourd'hui, il est nulle part, parce que tout est refermé et qu'on n'a plus le droit de manifester et qu'ils ont arrêté tous les gens et que les gens qui ont manifesté, qui sont en France, quand ils remettent les pieds en Algérie, ils sont arrêtés de leur arrivée et voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas renaître, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que dans la tête des gens, c'est fini, mais en tout cas, aujourd'hui, au niveau de l'État et de la police et de l'armée, il y a eu des restrictions très, très dures. L'heure approche à son terme, donc je ne vais pas te demander une nouvelle conférence, mais quand même, très rapidement, tu as travaillé sur l'islam en Afrique de l'Ouest, tu as travaillé sur l'islam en Algérie. Je pense percevoir quand même une certaine différence dans ton point de vue, ou une certaine différence d'appréciation dans ton point de vue sur... donc, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais de l'islam en Afrique de l'Ouest et surtout au Sénégal, où en plus il a une spécificité évidente par rapport même à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, pour dire les choses brutalement, je sens chez toi une certaine répulsion vis-à-vis de la société algérienne et une espèce d'approche plus positive de la réalité sociale au Sénégal. Après, c'est pas forcément lié aux questions de religiosité ni quoi que ce soit, c'est une question de dureté de terrain. Et alors justement, si tu peux en quelques mots nous parler très précisément de ta démarche d'anthropologue de terrain sur le fait religieux. En Algérie dans ces deux sociétés, tu as ta marque de fabrique en tant que chercheuse sur le religieux. Alors là, c'est vaste. En fait, j'essaye de faire ça en 2 minutes parce que j'ai quand même travaillé du coup sur... parce que l'air de rien, maintenant, ça fait quand même 20-25 ans, donc j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Donc, je suis partie à travailler sur des mouvements soufis, mais vraiment des mouvements structurés au Sénégal. J'ai travaillé aussi sur les évangéliques, sur les liens entre les évangéliques et les musulmans. Et en Algérie, je suis arrivée en fait dans une démarche différente. Mais bon, moi, je me dis toujours qu'en tant qu'anthropologue, en tant que chercheur tout simplement, c'est le terrain qui fait le sujet et que quand on arrive quelque part, il faut s'adapter à... Enfin voilà, les gens, ils n'ont rien demandé et on vient souvent les embêter. Et donc, il faut prendre la place qu'ils nous donnent, en fait. Il
ne faut pas croire qu'on s'impose, c'est plutôt on prend la place que les gens nous donnent. Et en Algérie, on m'a mis une place qui était un peu compliquée à gérer, alors qu'au Sénégal, le terrain est plus simple. Donc c'est peut-être pour ça que maintenant, là, je repars travailler au Sénégal. Après, bon, sur les modes de religiosité, en tant qu'anthropologue, c'est vachement plus rigolo d'aller travailler, d'aller assister à des manifestations soufis où les gens rentrent tous en transe et que, voilà, plutôt que dans cette rigidité où on doit être très couverte et où on passe son temps à se faire traiter de tout en tant que bonne femme. Donc, oui. C'est sûr. Après, voilà, moi, je ne veux pas non plus venir ici et vous laisser croire que il y a des choses super en Algérie et j'ai beaucoup d'amis algériens et je retournerai en Algérie, même si là, je repars travailler sur le Sénégal. Ouais, je ne sais pas quoi dire sur les religiosités sont très, très différentes au sein de l'islam. Après, le Sénégal est un pays très particulier aussi en Afrique de l'Ouest. Hein. Il faut pas croire que le cas du Sénégal, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été très très étudié, parce qu'il est un peu un cas à part dans la sous-région. Si on prend le Mali, si on prend le Burkina, avec ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien que le Sénégal est un pays très particulier par la construction justement de l'État qui a été entièrement lié justement aux grandes confréries soufis. Et donc, où il y a eu cette imbrication politico-religieuse, mais en même temps où chacun reste, le fameux contrat social sénégalais, où chacun reste dans son domaine. Et qui fait qu'aujourd'hui, le poids des confréries soufis qui sont beaucoup, beaucoup rénovées. Moi, j'ai travaillé là-dessus, surtout sur la rénovation interne du soufisme au Sénégal et comment, justement, ils se sont inspirés aussi des idées salafistes, etc. Enfin, comment ils ont modernisé, si on peut utiliser ce terme-là sans mettre de jugement de valeur, le soufisme aujourd'hui, comment je pense que, enfin, j'en suis vraiment persuadée, même s'il y a un biais quand on travaille sur le religieux de toujours voir les choses par le biais du religieux, mais je suis vraiment persuadée que la situation du Sénégal aujourd'hui avec un État fort, un État stable, est due en grande partie à aussi cette stabilité religieuse, enfin, cette stabilité que représentent les confréries soufis, qui ont tellement une assise sociale, politique, économique forte. Il n'y a qu'à voir les derniers débordements qu'il y a eu au Sénégal. Les politiques, l'armée, etc., tout le monde a demandé aux gens de rentrer chez eux. Il a fallu que ce soit le Khalif à Touba qui parle et qui dise aux gens maintenant on se calme pour que tout le monde rentre. Voilà, ça montre quand même si les consignes politiques, des religieux, tout ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'empêche que le religieux au Sénégal, voilà. Donc ça n'existe pas en Algérie. On est dans une configuration complètement différente. Mais bon, quand on prend le Mali, par exemple le Burkina où j'ai travaillé, bon, le Burkina c'est particulier parce que c'est une société où il y a beaucoup de chrétiens aussi, donc il y a des conflits entre communautés religieuses de confessions différentes. Mais le Mali, voilà, on voit bien là pour le coup comment, je pense, un État... en fait, c'est le politique qui fait tout. Enfin, c'est le politique qui fait le religieux aussi. Et même, bon, ça va dans les deux sens. Mais je veux dire, au Mali, il y a un État corrompu, un État faible, un État qui a été renversé X fois dans l'histoire du Mali contemporain. Ce qui fait que les gens aujourd'hui, ils aspirent quoi? À un ordre moral. Et quand on voit des Maliens qui disent « moi, je préfère avoir des islamistes au pouvoir plutôt que... un démocrate, bon, ben, il faut l'entendre aussi. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de l'état de la société du Mali aujourd'hui? C'est des questions qui sont... Et bon, au Sénégal, là, je vous invite à lire un ouvrage absolument magnifique, Mohamed Mbougarsar, qui a eu le prix Goncourt... là, en France, qui est un auteur sénégalais. Lisez son livre, il est très très beau, mais je vous invite à lire un livre beaucoup plus ancien. Tous ces livres plus anciens sont absolument magnifiques, parce que je trouve que cet auteur, c'est très très fort ce qu'il écrit. Mais il y a un ouvrage, Terre Sainte, où il parle du djihadisme. Donc c'est un pays imaginaire, mais bon, on imagine bien que c'est le Mali, même s'il y a des noms sénégalais dedans. Et c'est un livre extraordinaire. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, mais... Donne-moi le titre. Terre Sainte. Terre Sainte, mais Sainte, c'est C-E-I. C'est pas sainteté, mais Sainte. Voilà. Et voilà, c'est l'arrivée de djihadistes et comment
voilà, ça renverse complètement un ordre social. Et c'est en roman, mais c'est très très beau et c'est très fort. C'est effectivement un très très beau romancier, bien qu'il ait eu le prix Goncourt. C'est vrai que généralement, c'est pas une garantie. Mais là, oui. Il a une écriture absolument formidable. Et de toute façon, enfin, on l'a souvent dit, lire des romans ou voir des films, ça vaut n'importe quel livre de sciences sociales, avouons-le, pour comprendre une société. Merci beaucoup, Fabienne. Vous savez que demain soir, pour celles et ceux d'entre vous que cela intéresse, nous continuons à réfléchir sur le conservatisme religieux, mais cette fois-ci en France, avec une conférence sur la place paradoxale du catholicisme conservateur dans les élections présidentielles françaises. Donc c'est à 18h30 et vous êtes naturellement les bienvenus. N'y voyez pas le signe d'un grand remplacement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci mille fois, Fabienne. Et puis on aura l'occasion naturellement de revenir sur ces sujets. Bon appétit.